Ça a duré 1 heure à tout fixer, il m'a montré les machines et il m'a dit « ciao, débrouille-toi ». Ils ont peur que l'encadrement vole la vedette au tableau et il a choisi un encadrement à 800 €. La semaine dernière, on a encadré une peau de crocodile. Bonjour à tous et bienvenue dans le jargon. On se retrouve au Camion d'Or une nouvelle fois, cette fois-ci pour parler encadrement avec Barnabé. Bonjour Barnabé. Salut. Alors Barnabé, tu t'occupes de la partie encadrement ici au Camion d'Or. L'encadrement, pour faire simple, bon, c'est faire des cadres, mais dans le détail, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire en sorte que quand on achète une œuvre d'art, qu'on ait un endroit où la mettre. Ça paraît idiot comme ça, mais si on a juste un papier qui est roulé et qui est dans un tube en carton, on ne sait pas où le mettre. Le but, c'est quand même de l'exposer et le but, c'est de le protéger aussi. C'est là que j'interviens. Ok, et du coup, tu interviens de quelle manière ? Est-ce que simplement on vient avec une œuvre et une idée, ou même sans aucune idée ? Comment ça se passe de faire encadrer un tableau ? Ouais, alors généralement, les clients viennent avec ce qu'ils ont à encadrer. C'est toujours plus facile quand on voit exactement ce que c'est comme type de support, ce que c'est comme œuvre, parce que il y a qu'en l'ayant dans les mains, vraiment, qu'on peut savoir comment on va l'encadrer. Parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Si c'est un papier plus ou moins épais, est-ce qu'il faut le mettre sous verre ? Est-ce qu'il faut le tendre sur un châssis en bois ? Il y a plein de manières de traiter une œuvre. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit voir avec le client. Et ensuite, s'intéresser à ce qu'il a envie. Pas forcément avoir une idée claire du cadre qu'il veut, mais au moins avoir une idée de son univers, dans le sens où est-ce qu'il est plutôt dans le style classique, est-ce qu'il a une déco plutôt moderne, minimaliste, un peu plus chargée en termes de... Pour voir comment ça va s'inscrire en fait dans sa déco, enfin voilà, une œuvre répond avec une autre, donc c'est... Voilà, c'est ça. Voir dans quel cadre, où est-ce que c'est exposé en fait. C'est ça. En fait, je ne vais pas chercher forcément à accorder le cadre à une déco, à la déco de chez lui, parce que si jamais il change de déco, ou si jamais il change juste le cadre de place, par contre, on va l'adapter à effectivement son environnement, une idée un peu globale de comment lui il aime sa déco, pour pouvoir faire le lien entre le sujet, l'œuvre à encadrer et sa décoration. Après, je préfère toujours qu'on s'adapte à 100% au sujet, plutôt que 100% par rapport à la décoration. Oui, parce que la décoration change, le sujet ne change pas. Le cadre, généralement, on le fait qu'une fois. Peut-être ça, la génération d'après aura envie de changer parce qu'ils trouveront ça vieillot, mais d'ici là, on a le temps. Ouais, on a le temps de voir venir quand même. Du coup, pour recontextualiser avec ceux qui n'ont peut-être pas vu la précédente vidéo avec Axel, qui est la gérante du Camion d'Or, donc on est ici donc, au Camion d'Or, qui est un magasin de beaux-arts à Saint-Maur-des-Fossés. Et toi, tu t'occupes de la partie encadrement du magasin, encadrement sur mesure. Est-ce que tu as fait une formation pour arriver là ? Est-ce que tu avais un autre parcours ? Comment en fait t'en es arrivé ici ? Non, moi j'ai appris sur le tas, directement ici. En fait, quand on a repris le magasin avec Axel il y a 8 ans, on avait quelqu'un qui travaillait à l'encadrement déjà et qui est parti à la retraite il y a 2 ans maintenant. Et en fait, cette personne-là est du coup restée avec moi pendant 6-7 ans à faire des cadres, et donc j'ai appris avec elle. Et c'est elle qui m'a appris comment manipuler les cadres, les assembler, faire tout le travail d'encadrement. Et après, par moi-même aussi, on apprend à développer des petites capacités qui aident par la suite. Mais à la base, moi, je viens plutôt d'un autre milieu. Je viens du cinéma à la base. Et en fait, on a eu cette opportunité-là de racheter le magasin avec Axel. Et puis bon, il se trouve que après un enfant, puis 2 enfants, la vie nous pousse à faire certaines décisions. Et puis nous voilà ici. Okay, donc tu as vraiment eu un accompagnement, ça a été vraiment une transmission de savoir entre cet ancien employé qui est resté, qui a pu continuer à opérer tout en te transmettant ses connaisses et en même temps un timing qui s'avérait bon pour que tu prennes la relève entièrement ensuite. Ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, parce qu'en encadrement, il y a 2 parties du travail. C'est-à-dire que la première partie se passe à l'atelier derrière, où on fait tout ce qui est découpe de baguettes
pour la fabrication des cadres, l'assemblage du cadre en lui-même. La baguette, c'est quoi? Juste pour être... La baguette, c'est quand on a une baguette d'encadrement, c'est une longueur d'encadrement qu'on va couper à 45 degrés x 4 pour pouvoir faire un cadre. Ok, c'est en fait ce qu'il y a entre les coins. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit derrière nous, c'est plein de coins de cadre. Ça, c'est les échantillons, effectivement. C'est les coins de cadre et la baguette, c'est ce qu'il va y avoir en fait entre ces coins, voilà, en fait, la longueur. quand on choisit un cadre avec une œuvre, on a les échantillons pour voir un peu ce que ça va donner, pour s'imaginer. Donc on les pose directement sur les œuvres pour qu'on puisse un peu se rendre compte. Et ensuite, moi, à l'atelier, j'ai ces profils-là en longueur que je coupe à 45 degrés pour les assembler et faire du coup le cadre à la bonne taille. C'est comme ça qu'on fait de l'encadrement sur mesure. Ok, du coup, en fait, la coupe, elle se fait ici, en fait. Elle se fait sur le coin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ouais. Ok, oui, donc la baguette, c'est en fait c'est la longueur. C'est longueur-largeur qu'on coupe pour ensuite rassembler. Voilà, c'est ça. On coupe 2 petits morceaux, 2 grands morceaux, et puis on les assemble avec des agrafes pour que ça nous fasse un cadre. Ok. Et la deuxième partie du travail, du coup, on l'a fait donc plutôt en magasin, dans un espace propre, sans sur de bois et sans poussière, où on va venir du coup faire tout ce qui est nettoyage de verre et puis montage des œuvres dans l'encadrement avec les cartons et de la manipulation plus précise, plus minutieuse, ce que faisait la personne avant et qui m'a appris là. Okay. Toute la partie atelier, c'est l'ancien propriétaire des lieux qui m'a montré. Ça a duré 1 heure à tout faire. Il m'a montré les machines et il m'a dit « Ciao, débrouille-toi ». Ça a été trop dur de reprendre la main comme ça ou... C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc j'ai foiré pas mal de cadres, j'en ai refait, et puis au bout d'un moment ça finit par rentrer, on commence à comprendre un peu tous les petits défauts qu'il peut y avoir sur les cadres, à cause de quoi c'est dû, comment les corriger. Donc petit à petit, on affine vraiment les petits ajustements à faire sur les machines pour pouvoir réaliser le cadre parfait. Ok, trop bien. Je reviens un peu en arrière, parce que tu nous as dit que tu avais fait donc, du cinéma à la base, donc il y a quand même un côté reconversion. Est-ce que ton parcours de cinéma est quand même un parcours artistique? Tu as le sentiment qu'il t'aide aujourd'hui dans un métier qui est quand même une sensibilité à l'art? Et est-ce que, en général, est-ce que le fait de la transition d'un métier à l'autre, la reconversion, ça a été une opportunité, un choix. Enfin, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile de changer complètement de milieu, de réapprendre? Ouais, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'image et en faisant un peu de travail sur les lumières, sur les couleurs. Et ça m'aide pas mal pour choisir les encadrements parce que je pense qu'il y a un côté esthétique. On va essayer. Quand on essaye par exemple de retrouver une couleur du tableau, etc., trouver la couleur complémentaire, il y a quelque chose d'assez naturel qui se met en place pour pouvoir trouver l'encadrement qui irait bien. Ça peut être vis-à-vis du style, d'une part, mais aussi par rapport à la couleur qu'on choisit. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment hérité de mes années de cinématographie. Et après, on rentre dans un système qui est complètement différent parce que, avec Axel, du coup, on est gérant de l'endroit, donc il n'y a plus du tout de cette hiérarchie que je pouvais connaître sur un plateau. Là, je suis complètement libre et c'est vachement bien aussi parce que de la même manière, je fabrique quelque chose et j'aboutis à un objet qui est terminé. Et en cela, en ayant toute cette liberté-là, c'est très satisfaisant. Ouais, parce que sur un tournage, tu es dans une équipe avec une hiérarchie, une structure où tu fais juste une tâche spécifique, parce que le cinéma c'est quand même très spécialisé, alors que là, tu vois pas vraiment le résultat de ton travail, voire ou tu le vois très longtemps après, alors que là tu le fais physiquement, manuellement et c'est fini, là tu le donnes à la personne qui le reçoit, quoi. Ouais. Après, toute l'équipe avance pour un projet et qui est le film, et ça me plaît énormément. Là, l'encadrement, c'est quand même à beaucoup plus petite échelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire tous les postes, entre guillemets, mais c'est pareil, il y a une multitude de petites tâches à accomplir pour pouvoir le faire en sorte que le cadre soit terminé à la fin. Et on a effectivement cet objet physique qui est là et qui peut être prêt plus rapidement qu'un film. C'est quoi les avantages pour toi de ton métier, les trucs où tu te dis, putain, je suis vraiment content de faire ça, de m'être reconverti, de faire cette activité un peu tous les jours?
L'avantage d'être gérant d'un magasin, c'est qu'en fait, on peut travailler un peu quand on veut. Après, on se retrouve vite à être un peu l'esclave de soi-même, parce que quelque part, si on ne travaille pas, on ne va pas toucher d'argent. Et du coup, on se retrouve à devoir pas mal rattraper les commandes en retard, souvent le soir, tard à l'atelier. Mais, il n'y a personne qui va venir faire le travail à ta place, quoi. Tu ne dépends que de toi, donc à la fois tu es libre, voilà, mais en même c'est temps, ça. J'avance seul sur mes encadrements. La journée, je suis beaucoup avec les clients. Donc du coup, une fois que c'est fermé, j'ai pas mal de taf à rattraper. Ok, et là derrière nous, on a plein d'échantillons de cadres. En quoi ils sont faits les cadres? Est-ce qu'ils sont tous en bois? Est-ce que c'est quoi la différence entre tous ces cadres qu'il y a là? Est-ce que c'est juste de l'esthétique, de voilà, on choisit juste sa couleur, sa peinture, ou est-ce qu'il y a vraiment des différences vraiment importantes entre les échantillons qu'on voit là? Il y a des cadres qui vont être adaptés à certains formats. Par exemple, on a des cadres comme les caisses américaines qui vont être adaptés que à des toiles tendues sur châssis et qui ne vont pas correspondre à des papiers, à moins qu'ils soient contre-collés sur un support rigide. Alors attends, caisse américaine, contre-collée. Est-ce que tu peux me détailler un peu plus ça? Parce que je pense que si je veux... Est-ce que je peux me montrer avec, Vas-y, avec ça? Donc en gros, dans le principe, il va y avoir des cadres qui sont adaptés à certains supports. Par exemple, les caisses américaines vont se mettre uniquement sur les châssis avec une toile par-dessus, parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'épaisseur, il faut que le support soit rigide. Après, les autres types de cadres peuvent aller sur tout ce qui est papier, tant que c'est sous verre, et sur n'importe quel type de support. Ok, donc en fait, la nature de l'encadrement dépend du sujet, quoi. C'est-à-dire que ça, tu peux pas le mettre sur toutes les œuvres, alors Non. que celle-ci, tu peux la mettre pour n'importe laquelle. Non, parce qu'effectivement, ça, il va y avoir un carton derrière et ça va être en plein. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser un papier à l'intérieur du cadre. Tandis qu'une caisse américaine, c'est creux. C'est uniquement le cadre. T'as quatre Ok, baguettes assemblées. Ça vient étoffer le support, en fait. Voilà, et en fait, ça reste creux derrière. D'accord, ok. Mais sinon, au-delà de ça, tous les cadres peuvent correspondre et c'est effectivement qu'une histoire d'esthétique et de style qu'on a envie de donner une œuvre. Ok, du coup, là, tout ce qu'on voit, c'est ça couvre un peu... c'est quoi les styles qui ressortent les plus courants Généralement, soit les gens veulent quelque chose de simple, sobre, plutôt dans l'esprit moderne, et après, on a envie parfois d'aller expérimenter d'autres choses. Moi, j'étais très hermétique à tout ce qui est grosse baguette dorée quand je suis arrivé ici. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il y a beaucoup de cadres qui sont dorés, c'est pas pour rien. C'est parce que ça ramène quand même beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Et l'intérieur, ça va très bien avec beaucoup de cadres, qu'ils soient classiques ou pas forcément. Ok. Pour se rendre compte, là, c'est quoi le prix d'un cadre? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordable? Est-ce que ça peut devenir très inabordable à Le l'inverse? prix d'un cadre, c'est très difficile à donner. C'est pour ça qu'il va y avoir peu d'encadreurs qui vont pouvoir vous faire un devis par téléphone. D'abord parce que premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le type d'encadrement va dépendre du support. Donc en fonction de ce que c'est, on ne va pas pouvoir le préparer de la même manière. Et puis ensuite, oui, chaque encadrement a son prix, presque. Du coup, moi, ce que je préfère faire, c'est que le client vienne avec ce qu'il a encadré, on regarde ce qui lui plaît le plus, pour lui faire déjà un premier devis, et après on voit si ça rentre dans son budget et comment est-ce qu'on peut essayer d'adapter un peu l'encadrement au budget qui est prévu par le client. Ok, ouais, donc il y a vraiment une partie conseil qui est importante dans le métier pour toi, où c'est vraiment au cas par cas que ça se définit. Ouais, le conseil c'est hyper important parce que sans quelqu'un qui connaît, ça va être difficile de pouvoir vraiment réaliser un cadre dans les bonnes conditions. Parce qu'il y a certains clients qui ont des idées d'encadrement qui ne sont pas forcément réalisables, soit parce que c'est techniquement pas possible, soit parce que ça abîmerait trop l'œuvre en elle-même.
Par exemple, il y en a qui veulent mettre des papiers dans des caisses américaines et qui du coup veulent le coller totalement sur une grande plaque en bois pour pouvoir ensuite le mettre dans une caisse américaine. C'est possible. Par contre, il faut savoir que ce genre de collage en plein sur une œuvre qui va être numérotée, signée, ou une œuvre originale, une aquarelle originale, ça va flinguer un peu la valeur de l'œuvre. Donc moi, mon but, c'est aussi de trouver des solutions pour que l'œuvre soit exposée comme en a envie le client, mais surtout qu'elle ne se détériore pas avec le temps. Donc c'est pour ça qu'on a des cartons qui sont sans acide pour pas abîmer le papier qui va être au contact de ces cartons-là. Et c'est pour ça qu'on a des verres aussi anti-UV, donc qui vont protéger des rayons du soleil pour éviter que le papier perde en couleur ou jaunisse avec le temps. Ok, ouais, c'est ce que tu nous disais au début, de l'encadrement, c'est à la fois montrer l'œuvre qui est encadrée, mais c'est aussi la protéger pour la conserver dans le temps. Ouais. Ok. Et quand on voit ce que me ramènent les clients parfois, il y a des choses qui sont encadrées et qui sont pas du tout respectueuses vis-à-vis de l'œuvre en elle-même, qui sont directement contre des dos en bois qui sont pleins d'acide et parfois même des œuvres qui ont une valeur très forte. Par exemple, là, le week-end dernier, il y a une dame qui m'a ramené une partition originale d'un grand compositeur et la partition était directement posée sur le carton du cadre. Okay. Et devant il y avait un verre qui était un verre classique et du coup l'encre avait pas mal été effacée et le fait qu'elle me le ramène, du coup moi j'ai pu trouver des solutions pour refaire, même si ça reste dans son cadre d'origine, mais juste pour assainir le montage qui a été fait et mettre le carton qu'il faut derrière, le verre qu'il faut devant, et pour que l'œuvre ou le sujet en question puisse pérenniser dans le temps. Ok, parce que là, le risque pour elle, si elle n'avait pas fait ce changement avec toi, c'était que la partition, l'encre s'enlève, que ça devienne illisible en fait dans quelques années, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça, que l'encre s'efface, le papier peut jaunir aussi, et s'il est directement en contact avec quelque chose qui est très acide, même le papier peut se désagréger, faire des trous et ce genre de choses. Ok, ouais, ce qui n'est pas le souhait de qui que ce soit qui a une œuvre encadrée comme ça. Ok. À quoi ça ressemble tes journées dans l'encadrement? Ça se passe comment ta semaine? Pour ma part, il faut à la fois être à l'encadrement et aussi dans la gestion d'un magasin. Donc Tu t'occupes pas uniquement de l'encadrement, tu es forcément en train d'aider aussi Axel, avec qui on a déjà parlé, pour la partie Beaux-Arts et le reste du magasin. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire quand on a un magasin indépendant. Beaucoup de choses à mettre en place. Donc généralement, avant l'ouverture, on s'occupe de tout ce qui est rangement administratif, tous les petits trucs qui doivent se faire avant que les clients puissent rentrer. Et puis à partir du moment où le magasin est ouvert, généralement je vis un peu au rythme des clients. Soit je vais vendre un peu de beaux-arts, de loisirs, soit je vais prendre des commandes d'encadrement ou pouvoir avancer sur mes commandes d'encadrement. Ok, ouais, donc les tâches en fait, changent chaque jour et les commandes que tu reçois, tu les traites au fur et à mesure quand tu as le temps, parmi toutes les autres tâches que tu as à gérer. C'est ça qui est un peu dur et c'est ça on peut avoir des délais un peu longs sur l'encadrement. C'est pas qu'un encadrement prend beaucoup de temps, c'est juste que c'est difficile de trouver le moment pour pouvoir bien avancer dans son travail. Entre justement les clients qui nous amènent des nouvelles choses, les clients qui viennent les chercher, donc on doit leur montrer le tableau terminé, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et attention, j'adore mes clients, il faut pas me dire ce que j'ai pas dit. Mais pour le coup, c'est vrai que il faut avancer sur les commandes d'encadrement entre deux pour pouvoir absorber la quantité de commandes, ce qui n'est pas évident. Ouais, de toute façon, quand on est au four et au moulin en tant qu'indépendant, c'est forcément compliqué, mais les choses prennent du temps, mais c'est ce qu'il faut pour bosser. Pour que ce soit bien fait. Ok. Dans l'autre émission qu'on a fait avec Axel, elle nous a parlé, on a vu avec elle en tout cas comment c'était à la fois extrêmement chronophage comme activité, ça prenait énormément de temps et ça pouvait être des fois un peu difficile.
la partie en tout cas Beaux-Arts, comme c'est de la revente, que c'est des marges assez faibles, c'est beaucoup de travail pour pas forcément, sur le plan financier en tout cas, des gains énormes. L'encadrement, est-ce que c'est un milieu c'est un aspect qui est plus lucratif? Est-ce qu'on vit assez facilement de la partie encadrement? Si vous aviez que l'encadrement, en fait, est-ce que vous pourriez en vivre facilement? Ou est-ce que, comme pour la partie Beaux-Arts, même si vous n'êtes pas dans la revente, qui a un travail artisanal dessus, est-ce que ça se paye bien? Est-ce que c'est compliqué? C'est difficile à dire. En fait, dans l'encadrement, généralement, les prix sont plus importants. Parce que tu me demandais tout à l'heure le prix d'un cadre. Globalement, il faut quand même savoir que sur un cadre sur mesure, il faut compter au moins 150-200 euros. Le prix d'un cadre sur mesure, c'est forcément un peu plus cher qu'un cadre déjà fait. Oui. C'est logique. Oui, en fait, en encadrement, les marges sont plus importantes, mais parce que aussi il y a de la perte. Quand on va couper une baguette d'encadrement, il y a forcément des morceaux qu'on ne va pas pouvoir utiliser, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils sont un peu abîmés ou quelque chose comme ça. Pareil pour le verre, quand on va couper des grandes plaques de verre, il y a forcément des morceaux qui ne servent à rien de garder. Au début, je gardais énormément de mes chutes. Puis je me suis bien rendu compte qu'au bout d'un moment, j'en avais partout et qu'il valait mieux jeter, même si c'est difficile de se séparer de petits bouts qui peuvent servir. Mais c'est pas des choses que tu aurais pu réutiliser, ou c'est tellement rare que ça devienne une contrainte de les garder. Mais c'en est trop. Ouais, c'est juste en fait, trop. Au bout d'un moment, j'avais vraiment beaucoup trop de grandes longueurs de verre comme ça qui faisaient genre 18 cm de large pour 120 cm de long. Okay. Et en fait, on les utilise jamais, même recoupés en petits. Ça fait du stock qui dort pour pas grand chose. Ouais, je me doute que tu récupères tout ce que tu peux, mais même comme ça, il y en a juste beaucoup trop, le volume est trop important, quoi. Voilà, donc tout ce qui est verre, carton, baguette, tous ces matériaux-là, il y a de la chute, donc il y a de la perte. Et donc du coup, c'est ce qui nous force aussi à augmenter nos marges pour rester rentable. Après, par rapport aux Beaux-Arts, dans notre magasin, l'encadrement représente quand même 60 à 70% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même la majorité. Néanmoins, le fait de faire du Beaux-Arts, le fait de proposer du loisir aussi, ça nous ramène de la clientèle sur les cadres. Ça sert à la fois de vitrine et aussi ça renforce aussi notre crédibilité et notre expertise sur nos rapports aux œuvres d'art. Oui, si vous n'avez pas le Beaux-Arts, le cadre ne marcherait pas aussi bien, donc c'est deux parties qui communiquent en permanence l'une avec l'autre. Ouais. Donc des gens qui viennent pour les Beaux-Arts qui ensuite viennent te voir, donc des familles, des profils très différents. C'est quoi les cadres peut-être les plus originaux que tu as eu à faire? Tu as dû voir passer des œuvres très différentes. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les cadres que tu as pu faire? Parce que je suppose qu'il n'y a pas que des photos de famille ou des petites toiles. C'est pas toujours des œuvres d'art. Par exemple, la semaine dernière, on a encadré une peau de crocodile qui faisait 1 mètre de long, donc sur 30 cm de large. Et donc, du coup, c'était un cuir de crocodile en fait, et on l'a cousu sur un carton pour pouvoir le présenter sous verre. Et on a aussi mis des petites boules de polystyrène sous la peau pour donner un peu de volume au crocodile, pour lui redonner un peu sa forme. Donc, en fait, oui, on s'occupe des œuvres d'art, mais aussi des objets qui ont une valeur personnelle ou une valeur financière. Et du coup, on les encadre pour que ça puisse être exposé. C'est pas que du tableau, de l'œuvre d'art, entre guillemets, dans l'imaginaire classique qu'on s'en fait, comme au musée. Il y a des maillots de sport, des divers objets, souvenirs, des masques, beaucoup de souvenirs de vacances aussi. Donc, Ok, incroyable. Et du coup, donc là, crocodile, il y a une semaine, c'est le truc le plus fou que tu as eu à encadrer ou c'est presque commun? L'avantage, c'est qu'on fait pas mal de choses différentes. On voit beaucoup de sujets passer. Évidemment, il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Après, c'est toujours émouvant quand on a accès à une œuvre de maître, entre guillemets, et qu'on peut la manipuler et s'en occuper. Et en fait, quand on la place dans l'encadrement, on a un peu l'impression de lui donner sa nouvelle maison. Et
Donc voilà, on a fait, je me souviens qu'on a fait un dessin de Renoir une fois, oui, quand même. qui est magnifique. Et pour le coup, c'est très émouvant de pouvoir le manipuler, ce papier, qui a traversé toutes les époques jusqu'à moi, et, pour qu'on puisse ensuite réaliser le cadre. Et le client était ravi. Donc ce genre de choses, on les garde pas, on les garde pas ici. Généralement, c'est le client qui vient avec. On prend rendez-vous, on fait le cadre tout de suite. Parce que oui, c'est vrai que c'est un processus un peu différent. oui, si on doit garder les œuvres d'art d'une telle valeur, on rentre dans un protocole un peu compliqué. Ouais, ok. Oui, on peut imaginer, je pense assez bien que c'est pas comme au Louvre, quoi. Faut un peu éviter que ça s'en aille facilement. Voilà, dans la mesure du possible. Du coup, tu as quand même des œuvres qui ont de la valeur. Est-ce que l'œuvre est toujours plus chère que le cadre? Est-ce que tu as des cadres qui sont très onéreux? C'est quoi ton cadre le plus cher que tu as peut-être vendu ou tu as dû faire? Si on doit faire un rapport par rapport au prix de l'œuvre, il y a une fois quelqu'un qui a ramené un souvenir du Cambodge, je crois, qui lui avait coûté l'équivalent de 7 euros. Et il a choisi un encadrement à 800 euros pour oui, bien protégé. Voilà, bien protégé, mais c'est surtout que c'était très grand, en fait. Okay. Et donc du coup, grand cadre, grand verre, et ouais, c'était un bel écart. C'est la taille du cadre qui va guider son prix, c'est-à-dire... Franchement, ouais. Chaque baguette a son prix. Évidemment, une baguette dorée à leur fin avec des moulures, ça va être plus cher qu'une baguette toute droite, noire, petite, etc. Mais globalement, la taille joue énormément parce que qui dit cadre très grand dit un verre très grand. Le prix du verre est calculé à l'air, donc ça peut vite monter. Et puis plus un cadre il est grand, plus il est lourd, plus il est difficile à manipuler. Donc en termes de main d'œuvre aussi, il faut qu'on s'y retrouve. Ok, je vois. Ouais, c'est bon. Là, si les gens veulent faire encadrer une œuvre, ils peuvent se dire que plus c'est petit, plus ils vont s'en sortir avec un prix raisonnable, et plus c'est grand, plus le prix risque d'exploser. Globalement, oui. Après, tout est possible. On peut très bien, en cherchant bien, on peut très bien trouver un cadre très très cher pour une œuvre toute petite. Donc, tu allais nous chercher un échantillon d'un cadre un peu spécial. Ouais, en fait, donc ça, c'est ce qu'on appelle des cadres à coin bouché. C'est-à-dire que là, on va juste couper une baguette à 45 degrés et assembler les angles sans vraiment chercher à joindre les moulures. Un cadre à coin bouché, c'est un cadre où en fait le coin est retravaillé avec des décorations qui peuvent être symétriques de part et d'autre de l'encadrement. Où là, vraiment, on a un encadrement qui est 100% sur mesure avec donc des décorations qui vont vraiment venir boucher les coins, d'où leur nom. Et ça, c'est le genre d'encadrement qui coûte le plus cher. Pour que les gens voient bien, donc là on a vraiment une coupure qui est très visible, qui est nette. Et sur celui-ci, du coup, il n'y a rien du tout, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, la coupe a été faite et ensuite le cadre, il est peint et il est décoré a posteriori avec des motifs qui vont faire écho à la taille en lui-même du cadre. Ok, du coup, oui, ça c'est juste la base de bois qui est faite, qui est montée, et ensuite, cette deuxième partie... Ensuite, une fois que le cadre est coupé et assemblé, on vient du coup peindre le cadre et reboucher les coins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place prochainement et qu'on va proposer dans notre magasin, incessamment sous peu. Et ça, en termes de... Tu me disais, en termes de prix, où ça peut être beaucoup plus cher, c'est quoi? C'est le double, le quadruple, le x10? Enfin, parce qu'en termes de travail, je suppose que c'est un travail très très largement supérieur. Ça dépend par rapport à quelle baguette, mais globalement... globalement, je pense qu'il faut compter entre 700 et 1000 euros pour un cadre comme ça, d'une taille normale. Ok, ouais, donc, alors que sur une baguette, la baguette la plus simple, on sera plutôt on sera entre 100 et 300 euros sur une baguette normale. Là, on atteint vite 700 000 euros. Ouais, donc c'est un x3 sur le prix facilement, quoi. Donc c'est... En même temps, le travail n'est pas le même aussi, hein. C'est ça que ça prend aussi beaucoup plus de temps à réaliser.
Et, Ok, trop bien. Est-ce que du coup, tu as eu plein d'œuvres variées qui t'ont été proposées? Est-ce que, vu qu'il y a quand même une part de conseil important, est-ce que le rapport avec les clients, il est toujours facile? Est-ce qu'il y a des clients avec qui c'est compliqué, du coup, qui ne... Comment dire, sont un peu têtus, ils ont une idée en tête, ils veulent quelque chose, donc tu es un peu obligé de te plier à ça. Est-ce que tu as des mauvaises expériences? Ou est-ce que globalement, c'est un milieu où à chaque fois, ça se passe assez bien? Des mauvaises expériences, j'en ai eu un petit peu au début, parce que c'est sûr que les clients en encadrement, il faut savoir un peu comment leur parler et essayer de savoir vraiment ce qu'ils veulent. Parce que souvent, ils arrivent sans eux-mêmes savoir vraiment ce qu'ils ont envie pour leur cadre. Et en fait, parfois, on se rend compte quand même qu'ils ont une idée assez arrêtée. En leur proposant certaines choses, on se rend compte qu'ils vont rejeter par exemple tout ce qui est baguette dorée, etc. Et donc moi, mon travail, ça va être de les conseiller dans le choix du cadre, leur exprimer ce que moi je pense pour cette œuvre. Mais après, si je sens qu'on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, je vais pas insister. Je veux dire, s'ils ont envie de mettre une baguette verte avec un passe-partout rouge sur une estampe japonaise, je ne cible personne. C'est le choix. Ok. J'espère qu'ils ne regarderont pas ce podcast. Tu as parlé de passe-partout. C'est quoi un passe-partout? Et allez. Je le fais beaucoup te lever, il y a beaucoup de choses à montrer, mais... Donc là, par exemple, on a un encadrement d'un papier, donc dans un cadre standard, pour le coup, qu'on a adapté avec un passe-partout. Donc c'est de là que vient le nom. En gros, le principe, c'est que dans ce type d'encadrement-là, on va partir sur un cadre déjà existant et on va adapter le sujet à la taille du cadre. Le sujet qui est plus petit pour qu'il puisse rentrer dans le cadre. Ok, donc passe-partout, c'est vraiment pour que Le passe-partout peut adapter un sujet dans un cadre plus grand, mais il ne sert pas que à ça. Le passe-partout, il sert aussi à donner un peu d'air autour du sujet quand on est sur un dessin, par exemple, qui est très dense, pour pas que la baguette soit directement au contact du dessin et que ça l'étouffe trop. Ça lui permet de donner un peu d'air autour. Et puis aussi, ça évite, sur les photos, par exemple, ça évite que le verre soit directement collé sur la photo, parce que ça crée une petite épaisseur. Et donc si jamais il y a un problème d'humidité, ça évite que la photo ne colle au verre et qu'ensuite on ne puisse pas l'enlever sans l'abîmer. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui sert à la fois pour l'esthétique et en même temps pour la conservation de l'œuvre. Ok, incroyable, trop bien. Est-ce que du coup le fait d'être encadreur, de pouvoir encadrer, de savoir ces compétences-là, est-ce que chez toi, tu as des tonnes de tableaux super bien encadrés, super bien conservés? Alors, on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors oui, j'ai des cadres chez moi, c'est sûr, mais j'ai aussi beaucoup de sujets que je dois encadrer depuis plusieurs années maintenant et que je ne fais pas parce que j'ai toujours les commandes des clients à traiter en priorité. Donc ils attendent bien sagement dans un carton à dessin de pouvoir être encadré un jour. Tu peux même pas avoir l'avantage d'avoir toi-même un intérieur où tout est parfaitement fait. Non, si, pour le coup, après, moi j'aime bien la déco qu'il y a chez moi. Alors après, le truc c'est que comme les cadres sont vraiment à 100% sur les œuvres, il n'y a aucune cohérence entre mes cadres. C'est-à-dire que c'est tous un style différent. Et puis, il y a ceux que choisit Axel, il y a ceux que je choisis. Donc déjà, on est sur deux styles très différents parce qu'il faut savoir qu'on n'est jamais d'accord sur les choix des encadrements. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des choses qui peuvent rester plusieurs mois sans être encadrées. C'est juste parce qu'il y a un problème de désaccord entre Axel et moi. Est-ce que tu as eu cette même situation avec des clients où tu en as par exemple le mari qui vient pour faire un encadrement et puis la femme qui vient en disant je veux l'inverse? Oui, bien sûr. Alors heureusement, ça ne dure pas des mois. Mais c'est arrivé que j'ai des clients qui viennent, qui restent sur place pendant 2 heures et puis qui repartent parce qu'ils n'ont toujours pas réussi à choisir. Puis ils reviennent une deuxième fois, puis ils reviennent une troisième fois. Et parfois, il faut savoir trancher quand même, mais globalement, ça arrive. Mais en même temps,
c'est important de prendre les bons choix parce que je me rends bien compte qu'un encadrement sur mesure, c'est un investissement et que on peut pas trop se tromper non plus, quoi. Donc il faut être sûr de pas se lasser de ce qu'on a choisi et être sûr que ça convienne à ce qu'on a envie, parce que sinon après on va voir tous les jours un tableau qui va pas être encadré comme on le veut devant soi, accroché sur le mur. C'est dommage. Ça, c'est assez dommage de mettre de l'argent dans une déco qui ne nous plaît pas, parce que c'est pas le genre de choses qu'on change tous les 4 matins. Vu que tu as appris sur place, vraiment sur le tard, ce métier, est-ce qu'il y a des termes que tu connaissais pas, qui t'ont un peu déboussolé au début et que tu as appris ensuite, des termes de jargon en fait qui sont... tu te dis mais c'est quoi ce mot, je comprends pas, et puis tu te sens un peu ridicule en fait de pas les connaître. Oui, bien sûr. Tu veux des exemples? Si tu as des exemples, je suis chaud. Par exemple, le marouflage. Le marouflage, c'est une opération qui consiste à coller en fait un support sur un autre, souvent sur de la toile. Donc là, par exemple, on avait une vieille toile qui était totalement recouverte de suie et qui était collée sur une plaque de bois. Donc là, on l'a démontée et en fait, elle a été recollée sur une nouvelle toile qu'on a pu tendre sur un châssis neuf. Donc ça pourrait faire du coup de redonner une toile neuve à la toile en elle-même. Donc du coup, la renforcer. Le fait qu'on l'ait renforcée, ça nous a permis après de la nettoyer pour la rééclaircir. Donc là, on est presque dans de la restauration. Mais c'est vrai que le marouflage, ça fait partie de nos techniques et ça permet donc de pouvoir réexposer une œuvre sur un châssis. Donc ça peut être une peinture qui est tendue sur un châssis trop fragile, mais ça peut être aussi un papier ou une vieille affiche. Souvent les vieilles affiches, elles sont très très grandes, elles sont sur un papier très fin, donc c'est bien de les maroufler donc sur une toile parce que ça permet vraiment de la conserver et c'est une opération en plus qui est réversible, donc c'est-à-dire qu'il peut être l'affiche peut être décollée de la toile sans problème et ça fait partie des opérations qu'on peut faire sur une affiche qui n'altère pas du tout sa valeur et qui au contraire peut même lui en faire gagner parce que c'est un vrai acte de restauration. Ok, donc le marouflage, c'est un truc, tu savais pas ce que c'était, tu as dû apprendre vraiment. Voilà, c'est ça. Je savais dans les grandes lignes ce que c'était, mais en quoi ça consiste et pourquoi, surtout pourquoi on le fait, c'est ça surtout qui était important. Après, les divers outils techniques, on utilise des pointes, des marteaux, des agrafeuses, pas de termes complètement fous, quoi. Ok. Et pour finir, est-ce qu'il y a des tendances dans le cadre ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, tu vois, les cadres noirs que je vois là ici, qui ont un style un peu peut-être gothique, est-ce que ça c'est très à la mode, pas du tout à la mode ? Est-ce que vraiment tu vois des fois des vagues de nouvelle année ou nouvelle saison et les gens arrivent avec la même envie esthétique dans le cadre ? Non, pas vraiment. En fait, les tendances en encadrement, j'ai l'impression qu'elles sont sur des échelles qui sont un peu plus grandes. Donc, par exemple, depuis qu'on a repris le magasin, il y a une grosse tendance sur les baguettes soit noires, soit chênes, généralement assez fines. C'est parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les galeries d'art, parce qu'ils vont généralement à l'essentiel. Et en fait, l'encadrement en lui-même n'est pas quelque chose qui est très connu du grand public, qui n'est pas quelque chose qui est forcément très apprécié du grand public. Et souvent, il y a des gens qui viennent pour avoir un cadre parce qu'ils doivent protéger leur sujet, mais pas forcément parce qu'ils ont envie qu'il y ait un cadre autour. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas de... Les gens n'ont pas réfléchi en fait le cadre, son côté esthétique, donc juste et donc, pour eux c'est fonctionnel. Ils ont peur que l'encadrement vole la vedette au tableau, alors que moi je fais en sorte que le cadre soit vraiment au service du tableau. Est-ce que ça peut arriver que le cadre vole la vedette au tableau ? Est-ce qu'il y a des cadres qui... Enfin, ce serait une erreur pour toi de les faire ? Oui, un cadre trop extravagant sur quelque chose de trop petit, du coup on va regarder que le cadre
et plus du tout le sujet. Donc moi je suis assez d'accord avec cette manière-là de penser, hein. Je pense pas que le cadre il doive prendre le pas sur le sujet. Il faut toujours trouver un équilibre, mais généralement c'est plus moi qui dois essayer de convaincre le client de mettre un cadre un petit peu plus présent que l'inverse. Ok. Ouais, les clients sont assez timides en général, c'est ça. Ils osent pas, parce qu'en même temps ils connaissent pas, donc ils. Ouais. Et puis quand on regarde juste sur un angle comme ça, parfois, ça paraît très gros, alors qu'en fait, sur une œuvre qui va faire 80 cm de large sur 60 de haut, finalement, cette baguette va pas être si grande que ça. Et on va s'en rendre compte qu'une fois le cadre terminé. Okay, ouais. C'est difficile de visualiser. D'où l'importance de ce que tu disais, qu'ils viennent sur place pour voir, tester. Voilà. Parce que c'est vraiment un travail sur mesure, pas seulement dans la fabrication du cadre, mais dans le choix et la réflexion autour. Après, les tendances, nous, en tant qu'encadreurs, on peut les provoquer aussi. C'est-à-dire que parfois, on a des nouvelles baguettes qui nous sont proposées par les fournisseurs, on reçoit des nouveaux angles de démonstration, et si ça nous plaît, on va avoir plus tendance à les proposer souvent. Et donc, du coup, créer un peu des modes en les proposant souvent à des clients. Donc, du coup, à Saint-Maur, on a beaucoup de clients qui peuvent avoir la même baguette parce que ils tombent sur un moment où nous on l'aime bien et donc du coup on la propose souvent. Ok, c'est donc plus toi qui fais la tendance que les clients qui viennent la créer, la chercher. Ouais, je dirais pas ça, c'est pas à moi de le dire. T'es pas créateur de tendance, tu n'es pas influenceur de baguette un petit peu. Voilà, c'est ça. Salut la commu. Merci Barnabé d'avoir répondu à mes questions, merci pour ton temps. N'hésitez pas à venir au Camion d'Or à Saint-Maur-des-Fossés pour peut-être montrer vos œuvres, prendre des conseils avec Barnabé et éventuellement faire un cadre. Merci de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Jargon. Salut, ciao.